Mais comment ça va dans la majorité, hein? Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, les ambitions s'aiguisent à quelques semaines des élections législatives. Alors la gauche tente de s'unir, mais du côté de la myriade de partis qui composent le soutien du président de la République, ce n'est pas vraiment Ibiza le samedi soir en ce moment. Notamment le cas Édouard Philippe et sa formation eh bien, Horizon, hein, qui a un petit peu les dents qui grincent en ce moment parce que ça frappe eh bien, dans tous les coins. On va voir ça avec vous aussi, Bastien Auger, bonjour. Bonjour. Vous suivez la majorité justement pour eh bien, LCI, le service politique d'LCI. C'est vrai que vu de l'extérieur, on a l'impression en ce moment que c'est un petit peu une sorte de problème d'organisation, même de foutoir véritablement dans la majorité actuellement. Oui, parce qu'on est dans une phase en fait de négociation entre les différentes phases de la composante de la majorité, que plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué. Et aujourd'hui, le dilemme de la majorité, c'est qu'il faut servir tous ceux qui étaient déjà là, et il faut aussi trouver de la place pour les autres. Et donc, vous avez François Bayrou, qui est l'allié historique d'Emmanuel Macron de 2017, qui forcément demande sa part, c'est-à-dire au moins garder son groupe de députés, donc réinvestir les sortants, et puis en avoir en plus. Vous avez La République En Marche, qui veut évidemment garder ses places, et il faut faire de la place pour Édouard Philippe. Donc on est aujourd'hui dans une négociation classique entre partis politiques, chacun a son représentant, ça se joue même au sommet de l'État, parce qu'Emmanuel Macron lui-même met le nez dedans, et toute la question c'est comment on fait à la fois pour investir tous les sortants et trouver de la place pour Édouard Philippe. C'est pour ça que ça bloque. Il y a aussi des questions de personnes, on sait qu'il y a des rivalités entre François Bayrou et Édouard Philippe. Certains confrères rapportent qu'Emmanuel Macron serait assez agacé contre Édouard Philippe. Ça, on n'a pas vérifié cette information, mais ce qu'on sait, c'est que certains au sein de La République En Marche et dans l'entourage d'Emmanuel Macron sont un petit peu agacés par Édouard Philippe et aussi par les ambitions présidentielles que certains lui attribuent. Donc tout ça fait qu'on est à la veille ou à l'avant-veille de première vague d'investiture, et donc chacun essaie de pousser pour avoir le plus de circonscriptions possible, et ça crée évidemment des petites tensions. Mais une chose, Bastien, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant du théâtre politique, c'est vrai qu'on a vu des mots soi-disant très durs d'Emmanuel Macron à l'égard d'Édouard Philippe. Pourtant, pour la manière dont c'était vendu au départ, le départ d'Édouard Philippe de Matignon, c'est en gros, c'est le dauphin. C'était le dauphin, et aujourd'hui, ça ne semble plus tout le cas. On n'a pas eu confirmation de ces phrases qui auraient été prêtées à Emmanuel Macron, donc on va être prudent là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des crispations autour d'Édouard Philippe pour deux raisons. La première, vous l'avez dit, il y a une question autour d'Édouard Philippe sur, au fond, qu'est-ce qu'il apporte politiquement à Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron lui avait demandé finalement de ramener des personnalités de droite dans la majorité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent au fond sans Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités, par exemple comme Renaud Muselier, qui viennent directement auprès d'Emmanuel Macron et qui ne passent pas par Édouard Philippe. Donc certains se disent finalement à quoi sert Édouard Philippe. Et ensuite, il y a des problématiques politiques de plus long terme. Une partie de la majorité a toujours été un petit peu hostile à Édouard Philippe parce que ce n'était pas un marcheur historique, parce que certains qui venaient de l'aile gauche de la majorité jugeaient qu'il avait une ligne un petit peu droite, et parce que maintenant on sait aussi que certains lui attribuent des ambitions présidentielles. Donc ce que craignent certains soutiens d'Emmanuel Macron, finalement, c'est la question de la guerre de succession. C'est ça, oui. Emmanuel Macron, il sait qu'il ne se représentera pas. Bien sûr. Donc certains se disent Édouard Philippe ou d'autres peuvent avoir des ambitions. Et l'enjeu pour Emmanuel Macron aujourd'hui, et c'est pour ça que lui-même met le nez dans les circonscriptions une par une pour les législatives, l'enjeu pour lui, Emmanuel Macron, c'est d'avoir une majorité assez solide pour pouvoir diriger le pays, gouverner sans être trop embêté par des guerres de clans à l'Assemblée nationale. Un ministre me disait récemment, finalement, Emmanuel Macron sait très bien qu'il va avoir une guerre de succession. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit le plus tard possible et être le moins emmerdé possible. Donc c'est ce qui se joue aujourd'hui avec ces législatives, c'est avoir la majorité la plus solide possible, faire de la place à Édouard Philippe, mais ne pas donner non plus une place trop importante aux partis qui pourraient bien un petit peu concurrencer La République En Marche. Julien Arnaud, là-dessus, c'est ça le gagnant des législatives, finalement, c'est vrai, ce sera peut-être le successeur, entre guillemets, eh bien, potentiel de cette majorité en 2027. Hein. Oui, et la donne a beaucoup changé par rapport à 2017. Souvenez-vous, beaucoup d'élus de La République En Marche sont des nouveaux en politique, ils savent qu'ils doivent tout à Emmanuel Macron, ils l'ont suivi avec enthousiasme dans la lignée, etc. C'était les 300 et quelques députés de La République En Marche, plus les 42 du MoDem. À l'époque, on arrivait à 350 environ sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est plus réduit seulement à La République En Marche et, comme le rappelait Bastien, et au MoDem. Il y a d'autres composantes. Ensuite, dans ces députés de 2017, vous en avez beaucoup qui jettent l'éponge, qui ne veulent plus se lancer. Puis vous avez ceux qui veulent continuer malgré tout. Donc on n'est plus du tout dans la même situation. Ils ont appris aussi. Ils regardent peut-être Emmanuel Macron aussi avec un autre œil et peut-être se permettant d'autres choses. Et puis vous avez ces nouvelles composantes. Si on parle seulement des législatives, car en plus de ce qui se tracte et de ce qui se joue aujourd'hui pour la prochaine échéance électorale,
vous avez tout le reste à côté. C'est-à-dire que on va dire, c'est un peu lié, mais c'est dans la même séquence, j'allais dire, politique. C'est la formation du nouveau gouvernement, c'est qui à la place du Premier ministre. Donc vous avez la rivalité entre les historiques. Je peux penser à un Richard Ferrand ou un François Bayrou que vous citez, qui voit arriver, tiens, les petits nouveaux qui sont venus, Renaud Muselier, vous en parliez, c'est Christian Estrosi qui a rejoint, c'est Hubert Falco, le maire de Toulon, disent, mais ceux-là, ok, très bien, ils nous ont rejoint, mais il va falloir leur donner quelque chose, oui, à quelque niveau que ce soit. Et puis vous avez toute la jeune garde aussi de La République En Marche, qui, 5 ans après, est aussi en bataille, se jauge, se regarde. Si vous prenez un Gabriel Attal, un Clément Beaune, une Amélie de Montchalin, c'est un peu la même génération, ils ont envie d'avoir des postes. Il y en a certains qui vont même se lancer aussi dans les élections législatives, c'est le cas de Clément Beaune par exemple. Voilà, tout ce petit monde, ça attise aussi des convoitises, ça crée des crispations. Et si je peux me rajouter Allez-y, un je vous en acteur qui est un peu l'imam caché, si j'ose dire, de tout cela, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que avec Nicolas Sarkozy sont arrivés aussi, sans doute avec lui, avec en tout cas son adoubement, un Éric Woerth, une Natacha Bouchard, des gens comme cela. Et François-Xavier Bellamy, ce matin, dans une interview, a demandé à Nicolas Sarkozy de clarifier sa position. Appartient-il encore aux Républicains? Est-il définitivement passé du côté d'Emmanuel Macron? Donc on le voit, comme l'expression est devenue un cliché maintenant d'Édouard Philippe, la poutre travaille, mais elle travaille. Il y a Richard Ferrand, il y a François Bayrou, il y a Édouard Philippe, et d'une certaine manière, à mon sens, je parle sous votre contrôle, il y a aussi Nicolas Sarkozy qui essaye de régenter d'une certaine manière une coalition plutôt marquée à droite et qui permettrait à Nicolas Sarkozy de continuer à tirer quelques ficelles. Mais juste, Valérie, à votre avis, est-ce que, par exemple, sur les législatives, est-ce que ces problèmes d'organisation peuvent avoir des conséquences électorales ou finalement, aux législatives, on va voter de nouveau pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen? C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Non, c'est ça. Je veux dire, est-ce que c'est une conséquence? Est-ce qu'on se dit finalement... Alors, il y aura les deux. À mon avis, pardon de cette réponse un peu normande, mais il y aura les deux. Il y aura des électeurs qui iront donner une majorité au président réélu et d'autres qui s'identifieront à un local, un député qu'ils connaissent, dont ils peuvent arguer du bilan, etc. Oui. Donc, à mon avis, les deux vont fonctionner. Il y a aussi des gens qui peuvent servir de repoussoir à certains électeurs qui voudraient donner une majorité au président réélu. C'est ça, Bastien Auger. Oui, il faut aussi quand même relativiser ces tensions. C'est-à-dire que pour couvrir la majorité depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'on voit ça en fait. C'est-à-dire que des tensions comme ça qui impliquent le MoDem, Édouard Philippe, certaines composantes de la majorité, il y en a à peu près tous les ans. Il y en a eu en 2017, il a failli avoir voilà, avec Bayrou, exactement. Voilà, certains entre d'ailleurs Richard disent, Ferrand certains et disent, François Bayrou. Certains disent que Édouard Philippe c'est un peu le François Bayrou de 2017. Voilà. Non mais tout ça pour dire qu'il faut quand même rappeler le contexte. On est dans une phase de négociation où dans quelques jours on va avoir des premières vagues d'investiture. Chacun veut sa part du gâteau, donc on se tire un peu dans les pieds. Il y a des tensions, des rivalités qui sont là, c'est normal. Mais le but de tous ces gens-là, à la fin, c'est d'avoir un candidat par circonscription. Et un ministre me disait récemment, ce serait quand même assez cocasse que les Insoumis, Europe Écologie Les Verts, le PS arrivent à s'entendre et que nous, on ne soit même pas capable de s'entendre. Donc le scénario dans lequel il y aurait des candidatures dissidentes au sein de la majorité, c'est quand même pas le scénario le plus probable. Aujourd'hui, ce qui joue là, c'est deux choses. Une histoire de circonscription. Chaque parti veut sa part du gâteau, le plus d'élus possible, et c'est bien normal. Et puis, c'est pour Emmanuel Macron la suite, avoir la majorité la plus solide possible et le moins être embêté possible par les guerres de succession, même si au fond, il sait que ça arrivera un jour. Ouais, J. Arnaud aussi, c'est vrai qu'on a l'impression de voir, d'assister un peu toujours ce qu'on a assisté dans le monde politique. Finalement, Emmanuel Macron qui voulait renouveler, donner un coup de frais, on se rend compte qu'on est toujours... au même niveau, des problèmes d'alliance, des problèmes des accords, des désaccords, c'est toujours la même chose. Oui, et surtout, je trouve que ça montre une caractéristique d'Emmanuel Macron. Alors, on le dit maintenant plus souvent et plus facilement ces derniers mois et ces dernières années, mais je trouve que c'était assez flagrant en 2017 et beaucoup à qui vous en parlez, vous dites mais pas du tout, c'est le renouveau, etc. C'est un politicien, Emmanuel Macron, au sens où il aime la stratégie politique et où il met son nez dans les affaires. C'est-à-dire, et ça date pas, on l'a présenté souvent en 2017 comme loin de tout ça, surplombant, pas du tout. On en a la preuve, encore une fois, et encore plus appuyée, 5 ans après. D'ailleurs, c'est des conseillers qui disent Emmanuel Macron, son prochain quinquennat, donc celui-ci, celui qui débute maintenant, il le veut très politique. C'est-à-dire qu'on verra bien évidemment cette signature et parce qu'il le sait,
le prochain, ça sera plus lui. Donc effectivement, il veut aussi mettre en place un certain nombre de choses et d'éléments et avoir le sentiment, en tout cas, de pouvoir gérer, lui, ce qui va arriver. On avait cru comprendre, Bastien Auger, entre les deux tours, lors du discours d'Emmanuel Macron, qu'il y aurait éventuellement une nouvelle formation pour englober tout ça. Comme avait dit Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est plus du tout à l'ordre du jour, ça. En fait, c'est extrêmement flou. Et ce qui est assez amusant quand on regarde là aussi le film du quinquennat, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces histoires de nouvelles formations, de nouveaux partis, c'est toujours très flou. Pourquoi ? Parce que en fait, tout le monde a intérêt à dire on veut faire un grand parti, on veut tous ensemble, la maison commune. Voilà, il y a toujours des jolis mots. Et après, quand on rentre dans le concret, en fait, tout le monde entend des choses assez différentes parce que là, il y a des intérêts. Vous imaginez bien qu'Édouard Philippe n'a pas envie d'être noyé dans un ensemble où il n'aurait plus son identité politique. Vous voyez bien que quelqu'un comme François Bayrou, qui se sent un petit peu menacé dans son statut auprès d'Emmanuel Macron par Édouard Philippe, il n'a pas envie non plus d'être noyé dans une formation avec Édouard Philippe. Mais il a quand même envie qu'il existe un grand parti qui soit susceptible de survivre à Emmanuel Macron. Donc, en fait, un lieutenant d'Emmanuel Macron disait, finalement, quand Emmanuel Macron a parlé de grand parti, c'était flou. Il me disait, c'est volontairement flou parce que, justement, ça sert à tenir un petit peu tout le monde. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'Emmanuel Macron, mais comme d'ailleurs quand il a parlé d'élargissement, il lance des grandes idées politiques, charge ensuite à chacun de l'interpréter. Et pour l'instant, ni sur ce grand parti politique, ni sur l'élargissement ou la recomposition qu'Emmanuel Macron voulait, on a eu du concret. Oui. Et je ne suis pas sûr que les lieutenants d'Emmanuel Macron eux-mêmes sachent vraiment ce qu'il entend par ce grand nouveau parti. Ça m'étonnerait, si vous voulez, que tout le monde fusionne dans la même entité, parce que personne n'y a vraiment intérêt. Valérie. Mais peut-être qu'on aura des indications lors de la formation du gouvernement, parce que vous parlez sûr. d'élargissement et de la formation éventuellement d'un nouveau parti, mais il va lui falloir aussi donner quelques signes. Je vous rappelle que le Premier ministre doit être aussi chargé de la planification écologique. Donc l'élargissement vers le centre-gauche, il dit qu'il a entendu, le président réélu, il dit qu'il a entendu le message des électeurs. Il va lui falloir aussi peut-être faire quelques places pour des personnalités qui viennent, j'ose pas dire de gauche, mais en tout cas du centre-gauche. Bien sûr. Donc, et des écologistes. Tout cela est un drôle de cocktail. Et ça me rappelle l'époque de 2007, c'est un peu vieux déjà, Nicolas Sarkozy, il y a 15 ans, où la fameuse phrase de Patrick de Vetjean qui disait très bien l'ouverture, si elle pouvait aller jusqu'aux sarkozystes, ça serait bien. Il ironisait parce qu'il disait au bout d'un moment, on donne à tous les autres, à tous ceux qui viennent d'ailleurs, mais nous, historiques, on n'avait plus rien. C'est ça. Alors, juste une chose, Bastien, est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à cette investiture d'Emmanuel Macron qui pourrait être, alors on l'a annoncé ce matin éventuellement, un bruit qui court, qui pourrait être samedi prochain. Mais comme on nous dit, ça peut changer en fonction du calendrier. Donc, Oui, est-ce que non, on n'a pas la date. Voilà. C'est le dernier bruit qui court, en effet, mais c'est un bruit qui court parmi d'autres. D'accord. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a une date limite. C'est la semaine oui, ça fait la semaine prochaine, du coup, le 13 mai. Voilà. Après, entre-temps, Emmanuel Macron... D'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel, officiellement, qui fixe la date. C'est Juste pas- pour rappeler, c'est pourquoi pas le 13 mai Emmanuel Macron lui-même. Le Parce 13 que c'est la fin officielle du mandat actuel d'Emmanuel D'accord. Macron. Donc, il faut qu'avant Il le était 13 mai, investi le le 14 nouveau mai. président, c'est-à-dire lui-même, soit investi. On sait qu'ensuite, tout la suite du processus dépend de ça, parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il reformerait un nouveau gouvernement seulement une fois cette investiture passée. Donc la date n'est pas fixée. Vous savez, c'est souvent le cas avec Emmanuel Macron. Il prend son temps, il aime surtout pas qu'on le presse. Mais- Mais la date du 7 mai est un peu espiègle, parce que c'est aussi le jour où les investitures de cette nouvelle alliance, alors excusez-moi, je me souviens jamais, le NUPES, là, Oui, la Union- nouvelle Union populaire écologique et sociale, devrait annoncer ce jour-là, c'est en tout cas ce qu'ils ont annoncé, le 7 mai, les investitures. Donc on voit bien le côté joueur d'Emmanuel Macron qui pourrait en profiter ce jour-là pour annoncer son gouvernement et couper l'herbe sous le pied des insoumis et de leurs alliés. Quand on regarde les cérémonies, entre guillemets, des réélections de François Mitterrand, Jacques Chirac, c'est vraiment au minima, en fait. Là. C'était au minima, c'était sobre. Vous avez des partis qui ne peuvent pas transiger. C'est un rituel, même si c'est Emmanuel Macron qui investit Emmanuel Macron d'une certaine manière. Vous devez, il y a le président du Conseil constitutionnel qui est là, qui annonce les résultats. Vous signez une sorte de procès verbal de votre réélection. Vous avez les deux présidents de l'Assemblée qui sont là. Vous allez dans les jardins. Vous avez la garde républicaine.
républicaine, vous avez la Marseillaise, le drapeau, et l'option, c'est les 21 coups de canon qui sont tirés ou pas. Lorsqu'ils avaient été réélus, Jacques Chirac en 2002, François Mitterrand en 88, n'en avait pas voulu, mais c'est rien d'inscrit dans le marbre. Donc si Emmanuel Macron le veut, ça sera possible. C'est coups de canon hérité de l'ancien régime, la monarchie. C'était 101 à l'époque, on est passé à 21 aujourd'hui. Mais vous savez, la politique, c'est aussi fait de symboles et de rituels, donc peut-être qu'il n'y dérogera pas. Une chose, Bastien, juste pour expliquer un peu aussi aux téléspectateurs, en ce moment, c'est-à-dire que bon, on sait qu'il y aura bientôt un nouveau gouvernement. On imagine qu'en ce moment, les ministères, alors bien sûr, ils sont leur travail au quotidien à s'occuper de la France, mais on imagine que ça bruisse de rumeurs, qu'il y a des cartons qui se font, des autres qui se défont en ce moment, que ça n'arrête pas en fait finalement en ce moment d'imaginer qui pourrait avoir la place, non? Bien sûr, mais la meilleure manière de ne pas être nommé à Matignon ou dans un ministère, c'est que votre nom circule. Et ça, les ministres, évidemment, en ont pleinement conscience. Oui. Et on voit que, je ne vais pas dire un malin plaisir, mais que Emmanuel Macron aime aussi prendre le temps, finalement, de ne pas se laisser influencer par sa presse, principalement chez les journalistes et chez les politiques, disons-le. Je pense que ce n'est pas le cas chez les Français, ce n'est pas le cas chez Emmanuel Macron lui-même. On a bien vu, par exemple, la semaine dernière, qu'il avait pris le temps de s'afficher à 2 reprises sur un marché à Cergy, plus dans le sud-est de la France. Il prend un certain plaisir, Emmanuel Macron, à montrer qu'il est le maître des horloges. Et surtout que, vu la complexité politique dont parlait avec Valérie à l'instant pour répondre à toutes les équations pour former ce gouvernement, il ne veut pas se laisser presser. Donc il prend évidemment son temps avant de former un gouvernement qui aura quand même une tâche qui n'est pas évidente, qui est celle de mener la campagne des législatives. Donc il ne veut pas se planter non plus. Quand on vous cite un nom, toujours vous méfiez de l'émetteur. Qui vous dit ce nom? Car quand vous entendez, je vais prendre un exemple, si on vous dit Julien de Normandie, c'est souvent des macronistes historiques, des proches du président. Alors est-ce que c'est pour le mettre en avant, au contraire pour l'éliminer? Mais toujours se méfier de qui vous dites le nom. Voilà, en tout cas, une petite leçon de politique politicienne. Donc il y a encore cette semaine un Conseil des ministres avec Jean Castex. Oui, probablement mercredi, mais en tout cas, c'était pas le dernier Conseil des ministres la semaine dernière. Voilà. D'ailleurs, certains ministres avaient prévu de faire leur carton et ils ont appris lors du Conseil des ministres que finalement, ils seraient encore là la semaine prochaine. Ah oui, mince. Ah oui, je ne sais pas si les assurances marchent en ces cas-là. En tout cas,